Guadalcanal, un archipel qui appartient à une chaîne volcanique dans l'archipel des Salomon. Il y a, comme sur les 7 îles qui entourent Guadalcanal, un relief accidenté, des montagnes le long des côtes, laissant une petite plage étroite. Sur l'île, la jungle, une jungle épaisse dans laquelle on peine à se frayer un chemin. Mais surtout, l'archipel des Salomon et Guadalcanal sont la dernière barrière avant d'atteindre l'Australie. Durant 6 mois, les Marines américains et les soldats japonais vont se livrer à une des batailles les plus féroces dans cette île qui s'étire sur 150 km de long pour 45 km de largeur. Une bataille qui mérite que l'on explore ses secrets, ses stratégies et ses mystères. Entrons au cœur de la bataille de Guadalcanal. Le Japon, depuis les années 1920, prend possession de plusieurs îles pour agrandir son empire. Face aux tensions avec la Chine, le Japon décide d'envahir le pays le 7 juillet 1937. Chiang Kai-shek résiste face à une armée nippone redoutable de par sa conduite envers la population. En Europe, la guerre sévit également et la France perd sa grandeur en raison de sa défaite en juin 1940. Le 25 juin 1940, profitant de cette débâcle, les Japonais lancent un ultimatum à la France pour débarquer en Indochine. La France se plie à l'ultimatum japonais et les Japonais en profitent pour débarquer à Haiphong, en Indochine française. Dès leur arrivée, ils coupent la voie ferrée Saigon-Hanoï, qui est le dernier lien extérieur pour la Chine. Mais il reste la route de Birmanie, à partir de Rangoon. Tokyo va profiter de la défaite de la France et de la menace d'un débarquement allemand sur les côtes britanniques pour faire pression sur Londres. Le 18 juillet, Winston Churchill cède et ferme la route, laissant la Chine coupée du monde. Mais le 18 octobre 1940, Churchill va ouvrir l'artère birmane pour avoir un lien et aider la Chine dans sa lutte. Durant l'année 1940, devant l'expansion japonaise et la guerre qui sévit en Europe, les États-Unis décident d'apporter leur aide aux pays qui sont attaqués par les dictatures en Europe et en Asie. Mais ils souhaitent rester neutres. Le 25 juillet 1941, le Japon annonce la création d'un protectorat franco-japonais en Indochine. Dès le lendemain, les États-Unis décident d'agir en gelant tous les avoirs japonais en Amérique, avec le soutien de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, et de mettre l'embargo sur les approvisionnements en pétrole. Le Japon réalise qu'il est mis au pied du mur et doit désormais faire un choix. Soit faire la guerre aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, soit s'entendre avec eux. Le 7 décembre 1941, le Japon attaque Pearl Harbor. Un jour resté dans l'infamie, comme dira le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt, qui décide de déclarer la guerre à l'Empire du Japon. Suite aux directives de guerre données à Tokyo le 5 novembre, le Japon doit constituer un vaste périmètre défensif qui s'étend des îles Kuril à celle de Timor,
zone qui englobe les Indes néerlandaises de la Nouvelle-Guinée aux îles Gilbert par les Bismarck au sud et à l'est jusqu'à l'île de Wake. Le périmètre doit être consolidé et les ressources exploitées doivent être mises au profit du Japon. Ensuite, une paix de compromis sera proposée aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Le jour même de l'attaque de Pearl Harbor, les troupes japonaises vont agir tel un raz-de-marée sur Hong Kong, sur l'île de Guam et Wake. 2 îles américaines sur la Malaisie, la Birmanie, les Indes néerlandaises, comprenant les îles de Java, Sumatra, Bornéo et l'Indonésie. Les Philippines, confiées au général Douglas MacArthur, résistent un peu plus longtemps à l'avance du soleil levant et vont résister pendant 3 mois. Le dernier point qui tombe est l'île de Corregidor, à l'entrée du golfe de Manille. La situation en Philippines devenant de plus en plus critique, Roosevelt rappelle MacArthur afin d'éviter qu'il ne soit capturé. C'est lors de son départ qu'il prononcera sa célèbre phrase « Je reviendrai ». L'objectif de l'expansion japonaise est presque atteint, car dans leur viseur, les Japonais ont les Indes britanniques, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Mais ils ne peuvent plus attaquer les îles d'Hawaï par surprise, donc l'amiral Yamamoto propose le 2 avril d'attaquer Midway. Mais à Tokyo, le bureau des opérations n'est pas pour, car l'objectif est de prendre l'Australie, qui pourrait servir de tremplin pour les Alliés. La marine reçoit l'ordre d'isoler l'Australie en occupant les archipels allant de la Nouvelle-Guinée aux îles Samoa. Le 18 avril 1942, suite au bombardement de Tokyo, Yokohama, Yokosuka, Nagoya et Kobe par 16 B-25 Mitchell sous les ordres du lieutenant-colonel James Doolittle, le chef d'état-major général japonais promulgue l'ordre naval numéro 18. Pour le 20 juin, Yamamoto doit conquérir l'île de Midway. Et en diversion, il doit prendre les Aléoutiennes occidentales avec l'aide de l'armée. La 4e flotte du vice-amiral Inouye doit occuper Port Moresby, qui se trouve sur la côte sud de la Nouvelle-Guinée orientale, et la petite île de Tulagi, qui se trouve juste en face de Guadalcanal. Mais ce que les Japonais ignorent, c'est que les Américains ont réussi à casser leur code naval et que désormais, ils sont informés de tous leurs mouvements. Le 3 mai, la 4e flotte d'Inouye, renforcée par 2 croiseurs lourds et 3 porte-avions, occupe Tulagi. Le lendemain, elle prépare un convoi de 14 transporteurs pour débarquer ses troupes à Port Moresby. Nimitz, alerté de la situation par les services de décryptage, envoie à la rescousse 2 groupes organisés autour des porte-avions Yorktown et Lexington, qui font une jonction avec une division australienne de croiseurs au sud des îles Salomon. Du 6 au 8 mai, les 2 adversaires s'opposeront dans la bataille de la mer de Corail. En juin, soit 1 mois plus tard, Nimitz dispose des porte-avions Enterprise, Hornet et Yorktown face à la flotte de Yamamoto qui doit attaquer Midway. Les Américains étant plus résistants que prévu, Yamamoto décide d'annuler l'opération le 5 juin. Désormais, l'objectif des Japonais est clair: consolider leur position face à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Mais il leur faut une île qui doit leur servir de base de départ s'ils doivent aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Leur doigt pointe Guadalcanal. Mais revenons aux préparatifs de cette opération. Dès le mois de février 1942, l'amiral King, chef d'état-major de la marine, décide de monter l'opération Watchtower pour pouvoir reprendre pied en Nouvelle-Bretagne, en Nouvelle-Irlande, en Nouvelle-Guinée et s'emparer de la grande base japonaise de Rabaul. Dans un premier temps, King veut occuper l'île de Tulagi pour en faire un poste avancé de communication entre les États-Unis et l'Australie, et l'endroit servira de tremplin pour reconquérir les îles Salomon jusqu'à Rabaul. Mais on peut remarquer que dans ce premier plan, Guadalcanal n'est pas évoqué. Le plan, bien qu'ambitieux au vu des moyens limités dont disposent les Américains, fait l'objet d'un mémoire qui est ensuite soumis au président Roosevelt.
L'objectif de cette opération serait d'ouvrir une importante brèche dans le flanc sud du périmètre défensif japonais. Il est question d'en confier l'exécution à l'une des quelques formations opérationnelles, comme la première division de Marines du général Alexander A. Vandergrift. Mais le problème, c'est qu'il faut réunir les différents régiments qui composent cette division, car ils sont dispersés un peu partout. Dans la perspective de ces dispositions, des éléments de l'American Division du général Patch, en garnison en Nouvelle-Calédonie, occupent le même mois la petite île d'Efate, qui est située au milieu de l'archipel des Nouvelles-Hébrides, où sera entreprise rapidement la construction d'un aérodrome. Le 1er avril 1942, le Pacifique est partagé en 2 grandes zones. Le théâtre du Pacifique Sud-Ouest est confié au général MacArthur, et celui du Pacifique qui est confié à l'amiral Nimitz. Mais vu que le Pacifique n'est pas petit, un 3e sous-théâtre est créé dans le Pacifique Sud, et celui-ci est confié au vice-amiral Gormley, qui doit rester sous l'autorité de Nimitz. L'amiral King donne à Gormley les instructions suivantes. Vous avez été choisi pour commander les forces et la zone du Pacifique Sud. Vous aurez sous votre commandement une vaste zone et une mission des plus difficiles. Je ne dispose pas des moyens nécessaires à l'exercice de votre mission comme il conviendrait. Vous établirez votre quartier général à Auckland, en Nouvelle-Zélande, avec une base avancée à Tongatabu. À brève échéance, nous espérons lancer une offensive à partir du Pacifique Sud. Vous trouverez certainement nécessaire ensuite de changer de base avancée en fonction des circonstances et de déplacer votre quartier général pour faire face à des situations spéciales rencontrées. Je souhaiterais que vous quittiez Washington d'ici 1 semaine, si possible. Le 2 juillet, en accord avec l'état-major interarmé de Washington, l'amiral King prévient l'amiral Nimitz que l'opération Watchtower doit être déclenchée et sa mission principale est d'occuper la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande, la Nouvelle-Guinée et la grande base japonaise de Rabaul. La nouvelle phase de l'opération consistera à s'emparer des îles de Santa Cruz, de Tulagi et des positions adjacentes. Nimitz donne les ordres au vice-amiral Gormley le 9 juillet. Le seul problème dans cette opération, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations sur le nombre de Japonais présents dans le secteur, leur défense, etc. Le premier à voir ces failles est le vice-amiral Gormley. Son inquiétude est tellement grande qu'il va même prendre un avion pour aller s'entretenir avec le général MacArthur à Melbourne, pour lui faire part de ses réserves sur les chances de succès de l'opération. En effet, il n'a pas suffisamment de moyens aériens pour neutraliser Rabaul. Il n'aurait pas plus de chance aux abords des îles de Tulagi et de Guadalcanal à partir du nord-est. Gormley explique également que les troupes ne sont pas suffisamment entraînées et qu'elles n'auront pas assez de soutien pour garantir le succès de l'opération. Le général MacArthur, face aux explications de Gormley, tombe d'accord et demande à ce que l'on reporte l'opération. Washington, lui, veut arrêter l'avance japonaise, car en ce moment même, les Japonais s'apprêtent à débarquer en Nouvelle-Guinée pour prendre possession du port Moresby, ce qu'ils font les 21 et 22 juillet à Buna et à Gona. Les hydravions Catalina sont très vite remplacés par les hydravions Kawanishi, qui font des reconnaissances tous les jours aux alentours de l'île. Les Alliés, eux, sont au courant des mouvements japonais grâce à des guetteurs australiens et britanniques qui sont volontairement restés sur place. Ces guetteurs, appelés les Coast Watchers, forment un réseau très mal connu encore de nos jours. Ils ont commencé leurs actions au début de l'invasion japonaise. Grâce à des batteries rechargées par un petit moteur à essence, ils peuvent émettre en phonie jusqu'à 700 km et en morse jusqu'à 900 km. Bien sûr, face au raz-de-marée nippon, certaines de ces stations cessent de fonctionner ou deviennent prudemment silencieuses ou sont capturées par les Japonais. Mais grâce aux indigènes, certaines réussissent à fonctionner. À Tulagi, par exemple, il y a un officier de renseignement de la marine australienne, le lieutenant McFarland, et une poignée de guetteurs qui sont éparpillés dans la zone. En cas d'invasion, l'officier a reçu l'ordre de rejoindre Guadalcanal. Il débarque donc au nord de l'île, près de Lunga. C'est là qu'il retrouve un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, Kidi Hay.
Les deux hommes installent une station de guet à Gold Ridge, un camp de mineurs à 1200 mètres d'altitude au sud de Lunga. Deux guetteurs se trouvent déjà à Guadalcanal. L'un est un officier de district britannique, Martin Clements, qui s'est installé à Aola, sur la côte nord, et l'autre est un Australien, Frederick Rhodes, qui s'est installé à Lavoro. Leurs informations vont être à l'avenir très précieuses pour les Américains. Au cours du mois de juin, l'amiral Gormley accepte du général Vandegrift un plan de débarquement visant à s'emparer de Tulagi et des îlots de Gavutu et Tanambogo. Le plan proposé inclut une partie de Guadalcanal, ce qui permettrait la construction d'un aérodrome. Ce futur aérodrome, qui n'est qu'un projet, devrait prendre le relais des aérodromes des Nouvelles Hébrides en direction de Rabaul. En ce mois de juin 1942, l'île de Tulagi paraît comme un but prioritaire et Guadalcanal comme un objectif secondaire, mais pas pour très longtemps. Les guetteurs côtiers vont communiquer les informations capitales aux Alliés. En effet, ils vont leur envoyer plusieurs messages les prévenant que leurs navires font route vers Guadalcanal avec à leur bord du matériel lourd et du génie. Pour faire quoi, vous allez dire ? Eh bien, les Japonais sont actuellement en train de concevoir un aérodrome dans la plaine du Nord. Mais ce n'est pas tout. Ils sont en train de creuser des tranchées et d'aménager des positions de mitrailleuses. Un vrai point défensif est en train de se mettre en place. Pour avoir le plus de renseignements possible, les guetteurs Clements, McFarland et Rhodes observent les travaux quotidiennement. McFarland va envoyer son cuisinier à la base japonaise, où il deviendra un terrassier. Chaque week-end, il envoie à McFarland des rapports détaillés, comme le nombre de Japonais présents dans le camp, le type d'engin utilisé, les emplacements de tir, les armes installées, l'avancement des travaux sur la piste. D'autres indigènes vont également participer à ce réseau d'espionnage pour avoir encore plus de renseignements. Le guetteur Rhodes recourt à ces méthodes également. Mais une fois les renseignements reçus de leur espion, McFarland et lui regroupent leurs informations et arrivent à la conclusion qu'il y a 3000 hommes dans le camp, mais qui sont essentiellement présents pour la main-d'œuvre. Le guetteur Clements, lui, adresse aux Alliés des messages qui confirment les travaux d'un futur aérodrome à Guadalcanal et qu'il faut une intervention de toute urgence. Le 4 juillet 1942, un avion allié survolant la zone repère ces travaux. Et le 17 juillet, deux chasseurs qui escortent un B-17 au-dessus de Guadalcanal aperçoivent également la piste qui semble cette fois être achevée. Cette nouvelle est inquiétante pour les Alliés, car les appareils nippons pourront inquiéter les ancrages d'Efate et d'Espiritu Santo, aux Nouvelles Hébrides, qui se trouvent à 1000 km de là. Le problème, c'est que les bimoteurs Mitsubishi Betty ont une autonomie de 6000 km et peuvent donc agir jusqu'aux côtes australiennes et sur Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Cette nouvelle base aérienne sur Guadalcanal est donc un véritable danger. L'amiral Nimitz et le général MacArthur, en accord avec le général Marshall et l'amiral King, s'aperçoivent de la menace qui pèse sur Guadalcanal. Pour eux, il faut éliminer le terrain d'aviation. Une seule solution est alors proposée, le bombardement de l'aérodrome qui pourrait le neutraliser, mais seulement temporairement. Donc, il faut s'emparer de cet aérodrome. Pour le commandement américain, Guadalcanal devient l'objectif prioritaire de l'opération Watchtower. La mission sera donc confiée à la première division de Marines. Malgré que les informations soient très fragiles, la préparation de l'opération relève de l'improvisation. Les ordres sont très vite donnés. La première division de Marines embarquera à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Mais les conditions climatiques n'arrangent rien. Il pleut à verse, donc les dockers font grève, car normalement, ils ne travaillent pas par mauvais temps. La police intervient et fait évacuer les docks. Ce sont les Marines eux-mêmes qui vont relever les manches pour charger les cargos. Il y a également un manque de navires, donc on limite le fret, comme par exemple le pactage des hommes qui restent au port. Le ravitaillement
est réduit à 60 jours. Les unités de feu toutes armes sont ramenées de 15 à 10 jours et 75% des camions restent sur place. Suite aux conditions météorologiques, Washington accepte la proposition du vice-amiral Gormley de reporter l'opération au 4 août, mais elle sera reportée une nouvelle fois au 7 août. Ces quelques jours supplémentaires ne seront pas de trop, car il y a un problème. Les Américains ne savent presque rien de Guadalcanal. À l'époque, il n'existait que très peu de cartes anciennes et elles n'étaient pas précises du tout. On ne savait rien des marées, des hauts fonds et d'éventuels récifs, des données essentielles pour envisager un débarquement. Au cours du mois précédent, en juillet 1942, des photos aériennes sont prises, mais elles sont égarées à cause d'une erreur d'adresse. Du coup, le lieutenant-colonel Gedge, officier de renseignement de Vandergrift, tente de recueillir des informations auprès des personnes qui ont pu résider à Guadalcanal. C'est le 29 juillet qu'un ancien planteur australien qui dirigeait une ferme sur l'île lui décrit ce qu'il va les attendre sur l'île. Après avoir posé le pied sur la plage, les Marines vont devoir se confronter à des herbes mesurant 2 mètres de haut, et les Japonais n'hésiteront pas à utiliser ces herbes à leur avantage. Après avoir traversé les hautes herbes, il faut traverser un cours d'eau, l'Ilu, qui est large de 6 mètres et présente un fond vaseux, avec des rives escarpées de plus d'1 mètre de haut. Et au-delà de l'Ilu, il y a un fossé d'irrigation abandonné qui est recouvert d'une herbe haute et épaisse. En somme, l'île sera très bien défendue par les Japonais qui prendront tous ces désavantages à leur avantage. Voilà ce qui attend la première division de Marines lors de son débarquement à Guadalcanal. Attardons-nous maintenant sur les effectifs de la première division de Marines. Elle sera composée de 3 régiments d'infanterie. En somme, 3 bataillons doivent la constituer. Le premier est le 5e bataillon, commandé par les colonels Hunt et Cates, et le 7e bataillon qui les rejoindra plus tard. Il y a le 11e régiment d'artillerie du colonel Delval, qui dispose de 4 groupes avec 60 pièces chacune de 75 et 205 et qui seront renforcés des 155, des batteries de mortiers lourds, un bataillon du génie, un bataillon de chars légers Stuart, un bataillon de défense des côtes de l'US Navy et les services de soutien habituels. Pour mettre toutes les chances de son côté, la division reçoit le renfort du 1er commando de Marines du lieutenant-colonel Edson et du 1er bataillon de parachutistes de Marines du major Williams. Au total, il y a 19 000 hommes, mais certains de ces hommes sont de jeunes recrues, tout juste sortis du centre d'entraînement des Marines de Paris Island, en Caroline du Sud. Pour eux, le baptême du feu va avoir lieu à Guadalcanal. C'est là qu'ils vont découvrir pour la première fois l'horreur de la guerre. Pour le débarquement, 80 navires américains et australiens, dont les porte-avions Saratoga, Wasp et Enterprise de l'amiral Fletcher, et le cuirassé North Carolina, 5 croiseurs lourds, 1 croiseur léger, 16 destroyers et 3 pétroliers, ainsi qu'un imposant convoi de pas moins de 17 bâtiments et de 6 cargos sont présents pour transporter les Marines. En réalité, c'est la plus grande armada jamais assemblée depuis le début de la guerre. Aucune de ces unités, bien qu'elles soient réunies, n'ont travaillé ensemble. Tous vont s'entraîner pour avoir une coordination et une communication entre air, sol et mer, terre. Une conférence pour préparer le débarquement a lieu à bord du Saratoga. Mais l'amiral Gormley ne peut pas être présent et doit rester à Nouméa. Il envoie son chef d'état-major, l'amiral Callaghan. Lors de cette conférence entre Fletcher, Turner, Vandergrift, Fletcher ne cesse d'émettre des objections et des réserves sur cette opération, donnant l'impression aux 2 autres officiers présents qu'il s'oppose au débarquement des Marines à Guadalcanal. Les guetteurs qui sont sur l'île doivent se mettre en silence radio pour éviter qu'ils ne se mettent en danger. C'est un réseau relais entre le port Moresby, Townville et Canberra qui transmettra les informations à Pearl Harbor. Pour tromper les écoutes japonaises, de nouveaux indicatifs sont donnés aux stations émettrices. Et l'autre question qui se pose par les Américains est « Quel temps fera-t-il le jour du débarquement ?» C'est la station de Malaita,
qui doit fournir les informations sur la météo le jour du débarquement. Le 31 juillet 1942, la flotte alliée fait mouvement des îles Fidji pour Guadalcanal. Au bout de 15 jours, donc le 7 août, les hommes aperçoivent enfin l'île en question. Mais au lieu de s'engager directement par le sud dans le détroit de l'Indispensable, la flotte contourne Guadalcanal par l'ouest, remonte vers le nord et double le cap Espérance pour s'engager ensuite plein sud entre l'île de Savo et Guadalcanal elle-même. L'approche de l'armada américaine se fait par temps couvert, voire mauvais. À cause du ciel trop bas, les reconnaissances aériennes japonaises qui ont lieu chaque jour ne voient rien. À bord des navires, on commence à avoir une certaine idée de l'attaque. 4 bataillons doivent débarquer en première vague, suivis par les autres. Le reporter américain Richard Tregaski, qui embarque avec l'expédition, rencontre un colonel des Marines qui lui déclare « Ce sera un combat terrible, à l'arraché. Ce sera difficile sur la plage, on en bavera. Mais nous avons de bons gars et je pense que tout ira bien. » Les Marines sont désormais entassés dans les cales des transports. Pour passer le temps, chacun d'eux nettoie et huile ses armes, affûte soigneusement ses couteaux et ses baïonnettes et constitue les bandes de mitrailleuses. Et le thème des discussions entre eux était bien souvent les filles, mais également les Japonais, car toutes sortes de légendes couraient sur eux. Mais les Marines, bien qu'ils tiennent des propos assez choquants entre eux, savent très bien qu'ils auront un adversaire aguerri et redoutable. Le 1er août 1942, Richard Tregaski rencontre un officier pour lui donner l'évaluation des pertes possibles au cours de ce débarquement. Son évaluation est sans appel. Pour lui, 1 barge sur 3 atteindra la plage, et il y aura certainement une très forte résistance. 3 sur 4 des nôtres devraient survivre à l'assaut. Au point de débarquement, nous aurons à traverser un ruisseau de 6 mètres de large, à 400 mètres au sud de la plage. Ces rives sont abruptes, le fond est vaseux. Pour traverser, on creusera les rives et on jettera la terre dans le lit. S'il le faut, on utilisera des troncs de cocotiers. Au-delà, on peut rencontrer des positions de mitrailleuses et de tireurs embusqués. Dans l'après-midi, les chefs de section sont réunis dans le carré des officiers pour la lecture des ordres. Sur le mur, il y a de grandes cartes de la tête de pont. Le lieutenant-colonel Maxwell, qui commande l'un des groupes d'assaut, expose la mission. Il décrit l'état du terrain et les forces supposées de l'ennemi, qui sera très bien armé et prêt à défendre chaque bout de terrain. Les hommes ne savent toujours pas quand aura lieu le débarquement, mais un ordre intitulé « Appui naval et aérien » donne de nombreux détails sur l'appui-feu qu'ils pourront avoir. L'exposé se termine par un vibrant envoi en mission. Ce sera difficile, avec la rivière à traverser, des herbes de plus d'1,5 mètre de haut et les fossés de drainage. Mais c'est faisable, et cela doit être fait, et nous arriverons à ouvrir la route. Il n'y a qu'une chose à faire, débarquer des bateaux, dites « suivez-moi », courez comme des démons et emmenez vos gens avec vous. C'est la première fois dans l'histoire que nous lançons une expédition de cette importance avec des transports. Vous seriez surpris si vous saviez combien de gens de par le monde sont en train de la suivre. Vous ne pouvez pas les décevoir. Le lendemain, c'est dimanche, et les services religieux sont là pour bénir ces hommes qui partiront au combat. Les Marines, qui ne sont pas très protestants, sont également là pour recevoir une bénédiction. Dans l'après-midi, les officiers donnent les ordres à leurs hommes. Un silence règne dans la salle et les commandants de compagnie réunissent leurs chefs de section dans le carré des officiers pour bien expliquer le plan. Au soir, au moment du repas, les hommes apprennent que le jour J est fixé au vendredi 7 août. L'heure n'est pas encore dévoilée. Ce n'est que le 6 août au petit déjeuner qu'ils apprendront que le débarquement aura lieu le lendemain matin à 4h30. Vendredi 7 août à l'aube. Les embarcations attendent devant l'île de Guadalcanal. Tous les soldats s'attendent à subir un déluge de feu des Japonais. Mais rien ne se passe. Richard Tregaski raconte alors. Tous paraissaient prêts à bondir au premier coup de canon, mais il y a peu d'excitation. Ce qui se passait était si incroyable que cela paraissait un rêve.
Nous glissions sur l'eau le long de l'étroit passage entre Guadalcanal et l'île de Savo. Nous étions pratiquement dans la baie de Tulagi, tout à fait sous le nez des batteries japonaises, et pas un seul coup de feu n'avait été tiré. À l'heure du débarquement, il fait encore nuit, et les Marines vont se répartir en deux groupes. L'un va débarquer sur Guadalcanal et l'autre sur Tulagi. À 6h14, l'artillerie navale déverse un déluge de feu sur ces deux îles. Les bombardiers venant des porte-avions larguent leurs bombes et mitraillent le sol. À 8h06, le ciel est rempli de chasseurs qui survolent les navires pour couvrir l'opération en cours. Soudain, les canons se taisent pour laisser place à un silence où l'on entend les marines se préparer pour aborder l'île. Ils sont sous le commandement du général Van de Grift et sont scindés en deux groupes. Le combat groupe A, qui comprend 2 bataillons du 5e Marines, et le combat groupe B, qui comprend 2 bataillons du 1er Marines. Les hommes descendent des navires le long du filet pour atteindre les barges de débarquement. La mer est calme. Les hommes n'ont pas de mal à embarquer. Le caporal du 5e Marines, Origi Marion, qui embarque à bord du transport Fuller, raconte son embarquement. Notre Higgins plein à ras-bord, le diesel changea de régime et nous commençâmes à nous écarter du Fuller. Nous étions à la mi-matinée, un peu avant 9h, et la mer était calme. Il n'y avait pas de vent, le ciel était lumineux, la visibilité totale. Je bénéficiais d'une vue meilleure que beaucoup. Comme durant les manœuvres de Coro, j'étais dans l'une des 2 tourelles de mitrailleuses, servant une Lewis. L'autre Lewis était servie par mon bon pote Denham. Notre Higgins tourna lentement, attendant les autres péniches qui devaient former notre vague d'assaut. Quand tous les bateaux de la première vague furent prêts, nos barreurs les mirent en formation et nous commençâmes à faire mouvement vers la plage, à plusieurs milliers de mètres devant nous. Les péniches se mettent en route en direction de la plage rouge, nom de code du point de débarquement à l'est de la pointe Lunga, au nord de l'aérodrome en construction. À 9h02, les navires ouvrent une nouvelle fois le feu en direction de la plage. Bien que le bombardement ne dure que 3 minutes, il est terrible et violent. Les premières péniches touchent désormais le sol. Les Marines, armes hautes, s'élancent pour parcourir les derniers mètres dans l'eau afin d'atteindre la plage et se mettre à couvert. Le débarquement se passe sans difficulté. Les Japonais ne se sont pas encore montrés pour défendre l'île. Désormais, les 1er et 3e bataillons du 5e Marines occupent une bande de plage de 2 km. Les soldats du 1er Marines qui font partie de la 2e vague doivent pénétrer à l'intérieur de l'île. En cette fin de journée, les transports ont déposé plus de 11 000 Marines. Le général Van de Grift est ravi de voir le succès du débarquement, mais la suite des opérations va le faire changer d'avis. Le matériel arrive désormais sur la plage avec des jeeps qui tirent des remorques chargées d'obus, des tracteurs d'artillerie, des chars, des canons antiaériens qui sont rapidement pointés vers le ciel. Une antenne médicale s'installe sur le sable. Et bien sûr, tous les approvisionnements dont les militaires ont besoin, comme les munitions, les rations, les bidons de carburant, etc., débarquent. Imaginons la dernière vague de Marines qui débarquent sur la plage au milieu de ces déchargements. Pour eux, il y a de quoi être perdu quant à leur destination. Après avoir passé 15 jours en mer, entassés dans les transports, les voilà débarqués au milieu de tous les équipements et sous un climat tropical auquel ils vont devoir s'adapter. Pour la nuit, le général Van de Grift donne l'ordre de stopper l'avance et de se retrancher. Mais il distribue ses ordres de mouvement pour le lendemain. Le 1er Marines va devoir marcher plein ouest, en direction de la pointe Lunga. Et le 5e Marines va devoir effectuer un mouvement tournant pour investir l'aérodrome par le sud. Des patrouilles américaines capturent des Japonais et des mitrailleurs coréens, desquels ils apprennent en les questionnant que l'armée japonaise s'est repliée de panique vers l'ouest, en direction de Kukum. La prise de Florida par un bataillon du 2e Marine se passe plutôt bien. Par contre, l'île de Tulagi et les îlots proches sont un peu plus difficiles à prendre. Le général Van de Grift donne ses meilleures troupes au général Rupertus. Le premier commando de Marines du lieutenant-colonel Edson débarque à Tulagi. Edson demande à ses hommes de se limiter.
Ils ne doivent prendre que le strict minimum pour le pactage. Ne vous occupez pas de la nourriture, les Japonais mangent eux aussi. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de leur tirer le pain de la bouche. Les Marines parviennent à s'implanter sur l'île, mais les Japonais résistent énergiquement jusque dans la nuit. Ils se battent au mortier léger et à la mitrailleuse, tout en lançant des contre-attaques nocturnes, durant lesquelles la garnison finit par être anéantie. Dans l'après-midi du 8 août, Tulagi tombe aux mains des Américains. Pour les parachutistes du 1er bataillon du Major Williams, les combats sont encore plus violents dans les îlots voisins de Gavutu et de Tanambogo. L'artillerie navale bombarde sans relâche les positions japonaises, mais rien n'y fait, car les Japonais attendent le signal de l'assaut dans des abris et des cavernes souterraines. Quand les parachutistes débarquent, les navires ne peuvent pas les couvrir convenablement à cause de l'imprécision des cartes. Dans la matinée du 8 août, une section de démolition du 1er commando réussit à détruire les positions nippones et finalement, l'île est enfin prise. À Tanambogo, les embarcations sont sous un feu nourri des Japonais avant même qu'elles n'arrivent sur la plage. Les troupes réussissent à débarquer, mais n'arrivent pas à prendre l'île. 2 attaques aériennes sont demandées, mais elles n'ont aucun effet, mis à part de blesser ou de tuer les Marines. C'est le destroyer Buchanan qui décide de s'approcher au plus près du rivage et qui va détruire les positions japonaises. Le nettoyage de l'île se fera le lendemain, mais il s'effectuera trou par trou, abri par abri, pour mettre fin à la résistance nippone. Pour conquérir l'archipel de Tulagi, près de 300 soldats américains ont péri. Le 1er bataillon de parachutistes voit à sa tête un remplaçant, le Major Miller, car le Major Williams a été blessé durant les combats. Du côté des Japonais, les pertes sont beaucoup plus lourdes. Les Américains annoncent avoir enterré plus de 600 soldats japonais. En fait, c'est toute la garnison nippone qui a été anéantie. Richard Tregaski écoute le récit du lieutenant-colonel Edson, qui lui explique la dureté des combats de Tulagi. Les Japonais ont perdu environ 400 hommes. Pas un seul Nipp n'a renoncé. Dans l'un des trous, il y avait 17 Japs tués, quand un homme est entré pour récupérer le poste radio. Mais il y avait encore 2 Nipp vivants. Ils ont allumé l'homme et un autre qui suivait après. C'est la même chose dans les trous. Nous avons trouvé un officier vivant dans l'un d'eux. Nous avons envoyé un interprète pour le récupérer. L'interprète est venu jusqu'à l'ouverture du trou et a demandé à l'officier s'il voulait se rendre. La réponse a été une grenade. Le soldat japonais était connu comme un combattant brave et coriace, respectant le code d'honneur, le Bushido. Les Marines en faisaient l'expérience et savaient désormais à qui ils avaient affaire. À Tokyo, on fait le point sur le débarquement de Tulagi. Pour le grand quartier général, il doit s'agir d'une reconnaissance en force de 2000 hommes et reprendre les positions perdues ne sera pas un problème. Car ce que le quartier général de l'armée japonaise ne sait pas, c'est que la marine impériale a caché la vérité sur l'échec de Midway. Elle a même soutenu que la flotte américaine ne pourrait plus rien entreprendre avant 1943. De plus, la marine impériale japonaise n'a jamais prévenu personne de la construction d'un aérodrome à Guadalcanal, une île qui est sans grand intérêt où habitent uniquement des indigènes. Donc l'état-major de l'armée japonaise est plutôt surpris des attaques dans ce secteur. Mais finalement, la marine impériale japonaise décide d'avouer toute la vérité. Après quelques petites disputes, l'armée et marine japonaise tombent d'accord. Il faut rejeter les Américains à la mer avant qu'ils ne prennent possession de l'aérodrome de Guadalcanal. Des instructions sont données à l'amiral Yamamoto, qui met sur pied une force aérienne du sud-est et ordonne au chef de la 11e flotte aérienne de se rendre immédiatement à Rabaul, avec pour priorité de reprendre Guadalcanal, avec tous les moyens disponibles pour une contre-attaque décisive. Le lendemain matin, l'aviation japonaise repart à l'attaque avec des Betty. Volant au ras de l'eau pour lancer leurs torpilles, les Betty sont abattus les uns après les autres par la DCA américaine. Richard Tregaski, qui est sur l'île de Guadalcanal, raconte cette attaque japonaise. J'ai vu un chasseur plonger en masse.
J'en ai vu un faire sortir un avion japonais de la mêlée et le poursuivre furieusement. J'entendais le crépitement des mitrailleuses américaines et brusquement, le Jap commença à faire de la fumée. Le panorama de l'action s'étendit d'est en ouest. J'ai vu un avion japonais tomber en flammes loin sur la gauche. Maintenant, sur la droite, 2 autres tombaient en nuages de fumée. Un marine qui passait par là me raconta avoir compté 6 des avions japonais tombés. J'ai trouvé plus tard qu'il y avait eu 40 attaquants japonais. 16 d'entre eux ont été abattus sur place et le reste, 24 descendus par nos chasseurs, un par un, alors qu'ils filaient chez eux après le raid. Des avions Betty japonais touchés par la DCA se crachent sur les transports ou des cibles américaines pour faire le plus de dégâts possible. Mais pendant ce temps-là, 7 croiseurs et un destroyer japonais sous le commandement de l'amiral Mikawa franchissent le cap Saint-Georges et 6 transporteurs de troupes sont dépêchés. À minuit, l'un d'entre eux est torpillé par le sous-marin américain S-38 à l'ouest du cap. Mikawa donne l'ordre aux 5 autres transporteurs de refaire demi-tour à Rabaul. Désormais, seuls les navires continuent leur route. Le 8 août, à 15h, l'escadre japonaise emprunte la brèche pour pouvoir attaquer la flotte américaine le lendemain, peu après minuit. Cet itinéraire d'approche canalise les navires venant de Rabaul et des proches îles Shortland vers Guadalcanal. Bien qu'ils soient prévenus des mouvements japonais, les navires américains et australiens ne s'attendent pas à une attaque de nuit. De fait, l'amiral Mikawa débute son attaque à 1h38. Les torpilles sont lancées les unes après les autres contre les croiseurs. Les Alliés, surpris, donnent l'alerte, mais il est trop tard. L'artillerie des croiseurs japonais ouvre le feu sur le Canberra et une torpille touche le Chicago. Après avoir désorganisé le groupe du Sud, les Japonais contournent l'île de Savo et aperçoivent les 3 croiseurs du groupe Nord. Ils donnent l'ordre de virer l'escadre sur eux. Avant même d'avoir tourné leur tourelle vers les Japonais, ces derniers ouvrent le feu sur l'Astoria, qui tente de se défendre et détruit une tourelle du Shokai. Le Quincy est en feu et reçoit une torpille qui fait exploser l'une de ses tourelles. Avant de chavirer, il réussit à détruire la salle d'opération du Shokai. Le Vincennes, visé par des obus et des torpilles, mettra du temps à sombrer. L'attaque japonaise de l'île Savo a fait des dégâts du côté américain. 1 millier d'hommes s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent et surnagent dans le mazout. En 5 heures, plus de 700 hommes, la plupart blessés ou brûlés, sont recueillis. Lors de son retour à Rabaul, le sous-marin américain S-44 envoie par le fond le Kako, mais ça n'équilibre pas le nombre de victimes. Au total, les Alliés ont subi la perte de 1300 des leurs. Lors de son retour à Rabaul, l'amiral Mikawa devra donner des explications à l'amiral Yamamoto sur le renvoi des transports, car si les transports avaient continué, le débarquement américain aurait été mis à mal, voire aurait été un échec. Mikawa explique à Yamamoto qu'il craignait la présence des porte-avions américains dans la zone. Mais les porte-avions américains n'étaient pas présents, car ils étaient en manque de mazout. En 3 jours, la bataille de Guadalcanal révèle l'intensité des futurs combats, tant sur mer, sur terre, que dans les airs. Le 11 août, le général Harmon fait un rapport au général Marshall sur l'aérodrome de Guadalcanal. Nous nous sommes emparés d'une position stratégique, mais plus que toute autre considération, j'ai le sentiment en ce qui concerne les Salomon que nous ne sommes pas préparés à durer. Les Marines parviendront-ils à tenir ? On peut se poser la question. Ce rapport dit vrai, car la division de Vandergrift est assiégée dans Guadalcanal, suite au départ de la flotte alliée. Les Japonais ont désormais repris le contrôle de la mer, des airs, et ils comptent bien reprendre le terrain d'aviation et expulser les Marines de Guadalcanal. Vandegrift a l'idée d'organiser un camp retranché et d'achever l'aérodrome pour accueillir des appareils afin d'assurer une couverture aérienne et de recevoir du ravitaillement. Pour cela,
ils comptent bien utiliser le matériel laissé par les Japonais, comme un bulldozer, des camions, des véhicules légers, du carburant, des outils, des armes et des munitions, des fournitures diverses, de la nourriture, de la bière et de l'alcool, comme le raconte le caporal Oriji Marion. Nos rations étaient pitoyablement insuffisantes, et ce qui nous a sauvés est que nous avons pu améliorer l'ordinaire avec la nourriture abandonnée par les Japonais dans les magasins de Kukum. C'était le dépôt des Japonais et des Coréens qui construisaient la piste dont nous nous étions emparés le 8 août. Mais maintenant, pour nous, Marines, abandonnés par nos navires de ravitaillement, piégés dans nos trous individuels et assurant la garde de notre périmètre de défense, nos rations devinrent des rations de cuillerée de riz, parfois 2 fois par jour, parfois 1 fois, et durant quelques jours, sans riz du tout. Les choses sont allées ainsi pendant un moment. Fort heureusement, les Marines ne sont pas abandonnés à leur sort. Un contact extérieur est encore possible, comme par exemple le 15 août, où 3 destroyers acheminent de l'essence, des bombes, des munitions, et une équipe sera chargée de faire des travaux sur le terrain d'aviation. Et le 20 août, 3 autres équipes arrivent avec des vivres. Sur l'aérodrome, le 1er bataillon du génie de la division de Marines se met au travail pour achever le travail des précédents occupants et organise un solide camp retranché. Les travaux se poursuivent sous des pluies torrentielles et dans la boue. Et pour ne rien améliorer, les Japonais organisent des raids aériens tous les jours à 13h. Et en plus, à partir du 11 août, un croiseur ou plusieurs destroyers ou même un sous-marin viennent bombarder les positions des Marines. Vandegrift, malgré ces bombardements, souhaite rallonger la piste de 300 mètres pour recevoir des avions plus lourds que les chasseurs. Ce qu'il fait puisque le 20 août, les premiers avions américains peuvent atterrir sur l'aérodrome. Vandegrift baptise l'aérodrome du nom de Anderson Field, en souvenir du commandant Lofton Anderson, pilote américain de l'US Marine Corps, qui avait trouvé la mort à Midway. Le 24 août, des Curtiss P-40 Tomahawk de l'armée arrivent sur l'aérodrome et sont rejoints dans la même journée par des bombardiers en piqué de l'Enterprise. D'autres appareils rejoindront l'aérodrome de Guadalcanal. À partir du 3 septembre, l'ensemble prend le nom de South Pacific Combat Air Transport et est sous les ordres du général des Marines Geiger. Un bataillon d'organisation du terrain arrive également avec 2 bulldozers pour remettre le terrain en état pour les avions. Le terrain d'aviation assure désormais la survie de la garnison de Guadalcanal et sera une menace pour les Japonais, car à l'avenir, il servira de tremplin pour conquérir les îles voisines. Mais revenons un peu en arrière. Pendant la préparation de l'aérodrome, les combats continuent dans Guadalcanal, car les Américains souhaitent éliminer toute menace qui pèse sur l'île. Ce ne sera pas facile, comme le 12 août, où une patrouille menée par l'officier de renseignement de la division, le lieutenant-colonel Goedge, tombe dans une embuscade et toute la patrouille sauf 3 survivants a été anéantie. Vandegrift prend la décision de monter une opération vers l'ouest, dans la zone du Matanico, pour en chasser les Japonais. Cette expédition engage 3 compagnies. 2 doivent agir à l'intérieur des terres de part et d'autre de la rivière. La 3e doit agir à partir de la mer avec des barges Higgins, entre la pointe Cruz et Kokumbona. L'artillerie va devoir bombarder la zone contre d'éventuelles positions japonaises. L'opération démarre, mais difficilement, car avancer dans une jungle n'est pas chose aisée. Le 19 août au matin, la compagnie du capitaine Spurlock est stoppée et 2 chefs de section sont tués. Les 2 autres compagnies ne sont pas au rendez-vous. Les Japonais, quant à eux, se regroupent et se préparent à lancer leur assaut à la baïonnette contre la compagnie de Spurlock. Les Marines répliquent et brisent l'attaque à la mitrailleuse Browning. Oriji Marion appartient à la compagnie de Spurlock. Brusquement, les Japonais lancèrent une charge Banzai, surgissant des couverts, dévalant le chemin à 3 ou 4 de front et tirant sur nous. Jerkin riposta avec son bar. Un autre gars nommé Motzinger tira aussi au bar. Je tirai plusieurs fois avec mon fusil sur notre droite. Le sergent Seltivel et ses hommes répliquèrent avec tout ce qu'ils avaient. Cela ne dura que quelques minutes. Nous balayâmes l'attaque japonaise et le peu qui dégagea s'évanouit sur notre droite, en disparaissant sous le couvert de la jungle. Face à cette attaque,
Les Japonais dénombrent la perte de 65 des leurs, et les Américains dénombrent 4 morts et 11 blessés. Cet engagement donne une petite idée sur ce qui attend les Marines, car les Japonais préparent une attaque beaucoup plus massive, et ils comptent bien reprendre l'île aux Américains. Mais les Américains vont affronter un autre adversaire, la maladie. La plupart d'entre eux souffrent de dysenterie. Les services de santé, bien qu'ils essaient de soigner cette première maladie, doivent soigner les champignons qui touchent les pieds des soldats. Ce genre de maladie se transmet rapidement, car les soldats vivent sur le terrain sans hygiène et ils ne peuvent se laver correctement. Le seul luxe qu'ils ont est un bain de mer à la pointe Lunga. Malgré ces misères qui pèsent sur la vie quotidienne des Américains et des Japonais, le corps des Marines inscrit déjà sur son drapeau la prise de Guadalcanal. Le 19 août, le président Roosevelt câble à Joseph Staline. Nous nous sommes implantés dans le sud-est du Pacifique, d'où, je crois, les Japonais auront le plus grand mal à nous déloger. Nous avons eu des pertes sévères sur mer, mais la position avantageuse que nous avons gagnée vaut le sacrifice consenti, et nous allons exercer une forte pression sur l'ennemi. Ce câble sert à rassurer Staline, qui veut voir l'ouverture d'un second front en Europe, car il veut soulager le poids que subissent ses troupes à l'Est, même si un second front s'apprête à être ouvert et sera ouvert en Afrique du Nord grâce à un débarquement sur les côtes marocaines et algériennes. Mais pour les Japonais à Guadalcanal, nul doute qu'ils réussiront à liquider les Américains sans devoir engager de grands moyens. Le 10 août 1942, au lendemain de la bataille de Savo, l'attaché militaire japonais à Moscou transmet un message au grand quartier général impérial confirmant que les forces américaines à Guadalcanal représentent seulement 1 millier d'hommes. Leur mission étant de détruire l'aérodrome puis de rembarquer. En ce même mois d'août, la 17e armée japonaise piétine en Nouvelle-Guinée. Un accord est trouvé entre les deux chefs d'état-major, le général Sugiyama et l'amiral Nagano. Pour eux, il faut poursuivre sur Port Moresby et ils demandent au général Yakutak de reprendre Tulagi et Guadalcanal avec les forces qui lui seraient confiées. L'opération K est née. K pour Kalakana. On confie au général Yakutak la 35e brigade d'infanterie du général Kawaguchi, accompagnée de 2 régiments qui seront eux-mêmes renforcés. Mais les unités japonaises sont dispersées. La 35e brigade se trouve à Belo, en Micronésie, et en plus, l'un de ces régiments se trouve aux Philippines. Le régiment le plus proche est le 28e régiment d'infanterie du colonel Kiyonao Ichiki, à Guam, qui se prépare quant à lui à rentrer au Japon. À cause de la dispersion des troupes, l'officier adjoint de Sugiyama souhaite n'engager que le régiment du colonel Ichiki, dont les troupes seront renforcées par des forces navales de débarquement pour reprendre l'île. Au grand quartier général impérial, le colonel Nishiura, chef de la division administrative de la section armée, manifeste sa désapprobation à propos de ses engagements fractionnés en rappelant ce qui s'était passé face aux Russes, à Nomahan, sur la frontière sino-mongolienne et en Chine. Pour lui, les moyens sont insuffisants pour reprendre l'objectif. Mais encore une fois, il n'est pas écouté. Le 13 août, le colonel Ichiki reçoit ses nouveaux ordres venant du général Yakutak. Sur l'ordre, Ichiki s'aperçoit que le grand quartier général ne connaît pas le nombre exact d'hommes qu'a débarqué l'armée américaine, mais il confirme que l'aérodrome n'est pas en service. L'armée et la marine doivent coopérer ensemble pour attaquer rapidement afin de reprendre l'aérodrome, tenir les lieux et attendre l'arrivée des renforts. 900 soldats japonais embarquent sur 6 destroyers qui doivent se rendre sur l'île. Leur objectif est de débarquer à la pointe Tevu, qui se trouve à une 30aine de kilomètres à l'est des positions américaines, le 18 août, peu après minuit. Pour faire diversion, plus de 250 hommes des forces navales de débarquement doivent débarquer à Kokumbona. Le reste du régiment du colonel Ichiki, soit 1500 hommes, débarquera à son tour dans la semaine.
L'acheminement du fer de lance est confié au commandant d'un groupe dit de renforcement composé d'une division de destroyers, dirigé par le contre-amiral Raizo Tanaka, un officier dont le nom est respecté dans les deux camps. Tanaka lit ses ordres avec appréhension. Au-delà de mon simple point de vue, cet ordre correspondait à une opération de guerre des plus difficiles. Un débarquement sous le nez de l'ennemi avec des unités de types différents, opération qu'elle n'avait pas l'occasion de répéter ou même d'étudier préalablement. En stratégie, les expédients prennent parfois le pas sur la prudence, mais cet ordre était totalement déraisonnable. Pour le contre-amiral Tanaka, l'ordre paraît déraisonnable. Mais pour le colonel Ichiki, les informations qu'on lui donne ne sont que supposées, donc elles ne sont pas fiables. Dès qu'Ichiki reçoit l'ordre dans ses mains, il conclut qu'un seul de ses bataillons devrait suffire pour accomplir cette mission, et il attache peu d'intérêt au fait qu'il doit attendre des renforts. Le 18 août 1942, les destroyers du contre-amiral Tanaka transportent les troupes du colonel Ichiki jusqu'à Tevu, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres à l'est d'Anderson Field. Peu avant minuit, les Marines qui sont dans les postes de guet entendent les remous provoqués par le passage des bateaux longeant le rivage à grande vitesse. Vers 3 heures du matin, le phénomène se reproduit une nouvelle fois. Peu avant l'aube, des rumeurs courent qu'un débarquement nocturne a eu lieu à l'est. Pour vérifier ces rumeurs, l'un des adjoints de Van de Grift demande au guetteur côtier Martin Clemens d'aller aux informations. Ce dernier demande au sergent-major Jacob Vouza de diriger une patrouille avec des indigènes. Mais le capitaine Brush, à la tête d'une patrouille du 1er Marines, avance jusqu'à la rivière des Alligators, puis jusqu'à la pointe Collie. Et là, il remarque qu'un groupe de Japonais est en train de tirer une ligne téléphonique. Les Marines ont ordre de se déployer pour se rapprocher à une trentaine de mètres des Japonais. Puis, feu. Sur une trentaine de Japonais présents, 3 réussissent à s'échapper. Du côté des Américains, par contre, on dénombre 3 tués et 6 blessés. Le capitaine Brush décide d'aller inspecter les corps des Japonais. Et il remarque que sur leur casque, ils portent l'étoile de l'armée et le chrysanthème de la marine. 4 de ces corps sont ceux des officiers portant le sabre, des bottes cirées et un uniforme tiré à 4 épingles. Brush fouille leurs poches et trouve des cartes avant de rejoindre sa compagnie en début d'après-midi. Les documents retrouvés démontrent que les Japonais connaissent les positions de l'artillerie de l'aérodrome. Ce n'est que plus tard que les Marines apprendront qu'ils étaient observés par les Japonais depuis les hauteurs. Van de Grift se rend compte d'une chose. Si le danger peut venir de l'ouest, il peut également venir de l'est. Donc, il donne ordre de renforcer les défenses de son retranchement. Les chars sont mis en état d'alerte, les pièces anti-chars de 37 mm sont approvisionnées en munitions antipersonnelles à mitraille. Des centaines de sacs de riz japonais sont remplis de sable et des réseaux de fils de fer sont tendus le long du cours de Tenaru. Des observateurs d'artillerie se postent en avant et après avoir vérifié les communications par fil et par radio, un bataillon de 75 mm et de 105 mm met ses pièces en batterie au niveau du Tenaru. Le 21 août, peu après minuit, les guetteurs postés en avant de l'îlu informent qu'ils entendent des bruits inquiétants. Prenant la direction de l'ouest vers le terrain d'aviation, le bataillon d'Ichiki passe à guet les cours du Tenaru et de l'îlu. À 2h40, ils ouvrent le feu. Mitrailleuses et armes automatiques légères crépitent. Les obus de mortier explosent dans les positions que tiennent les Marines et les Japonais en rang serré et déterminés se lancent à l'assaut. Le marine Robert Lecky raconte ce qu'il vit à ce moment-là. Ils se ruèrent à travers la barre de sable, courant à toute vitesse, lançant des grenades, poussant des hurlements. Ils se jetèrent tout droit dans l'unique réseau de barbelés pour s'y empêtrer avec une fureur frénétique. Ils essayèrent de couper les fils de fer à coups de baïonnette, ils tentèrent de les enjamber, ils y glissèrent des tuyaux bourrés d'explosifs pour les faire sauter. L'assaut japonais redoublait de violence. Se succédant sans cesse,
les sections surgissent de l'ombre des cocotiers pour se ruer contre les barbelés. Bientôt, les Japs réussissent à percer. À présent, ils attaquaient les tranchées américaines. La bataille prenait un aspect rare dans la guerre moderne, celui d'une lutte sauvage où les adversaires frappaient à coups de crosse et de sabre, de poings et de genoux, où des doigts crochus cherchaient à serrer. Le colonel Ichiki n'a pas attendu que son régiment soit au complet pour attaquer. Cette première est un cuisant échec pour les Japonais, mais Ichiki réorganise son armée et repart à l'assaut. Obus de mortiers et de canons tombe sur les Marines et il lance à l'assaut une compagnie renforcée par de nouvelles troupes japonaises, fraîchement débarquées. À 5 heures, elle se heurte aux positions américaines qui sont aménagées sur la plage. Les troupes japonaises tombent sur des positions protégées par des barbelés et se font prendre en enfilade par des mitrailleuses placées plus à l'ouest. Quelques secondes plus tard, l'artillerie des Marines fait feu et anéantit cette nouvelle attaque meurtrière. Quand le soleil fait son apparition, les derniers coups de feu se font entendre. Les Marines abattent les Japonais qui tentent de se mettre à l'abri parmi les cocotiers. La patrouille du sergent-chef Wusa est capturée par les Japonais. Wusa est torturé, mais il réussit à s'évader. Une fois qu'il est retrouvé par les Marines, il est conduit au poste médical pour y être soigné. Durant son transfert au poste médical, il donnera une description de ce qu'il a vu, comme le nombre de Japonais et l'armement qu'ils avaient à leur disposition. Le sergent-chef Wusa, malgré la gravité de ses blessures, survivra et continuera à poursuivre ses patrouilles. Les Marines ont repoussé 2 assauts meurtriers des Japonais. Mais toute la question est de savoir si le bataillon du colonel Ichiki est hors de combat. Les tirs sporadiques d'armes automatiques montrent qu'il est encore là. Vandegrift prend la décision d'envoyer un bataillon gardé en réserve pour faire un mouvement tournant afin d'encercler le bataillon d'Ichiki. Le mouvement d'encerclement est effectué dans l'après-midi. La bataille s'engage une nouvelle fois, mais elle se termine par une véritable boucherie. L'artillerie du colonel Delval ouvre le feu sur la position japonaise. L'aviation qui vient tout juste de se poser à Anderson Field détruit la formation japonaise qui reflue désormais vers la côte. Les quelques chars dont disposent les Marines continuent de détruire ce qui reste de la formation japonaise. Mais au bout du désespoir, les Japonais refusent de se rendre. Lorsque les Marines s'approchent des blessés japonais pour les secourir, ces derniers les attendent avec une grenade à la main pour exploser avec eux. Désormais, les Américains savent à quoi s'attendre avec les Japonais. Ils ne feront pas de quartier. Les Marines ont perdu 43 hommes et dénombrent 56 blessés. Les Japonais, eux, ont perdu 800 hommes. Le bataillon du colonel Ichiki est complètement anéanti. Les Marines ne font que 15 prisonniers, mais ce sont vraiment des blessés graves. Une trentaine d'hommes dont le colonel Ichiki se replie vers Tevu. Ichiki disparaît dans des conditions qui sont mal connues encore de nos jours. Vandegrift a gagné la bataille du Tenaru, mais il sait également que les Japonais vont revenir. Cette défaite nippone a porté un sérieux coup à l'invincibilité de l'armée impériale. Mais le colonel Ichiki a fait une erreur, celle de ne pas attendre les renforts pour attaquer les Marines, qui auraient été sérieusement mis à mal. Tokyo est mis au courant de l'échec de l'attaque du colonel Ichiki. Désormais, il prépare une nouvelle opération. Le général Kawaguchi, qui commande la 35e brigade, se tient prêt à faire mouvement sur Guadalcanal avec ses vétérans de Bornéo. Il doit exercer son commandement sur les unités de la marine et de l'armée, et doit en finir avec les Américains qui ont échappé au colonel Ichiki. Dans le même temps, le contre-amiral Tanaka embarque la 5e force navale spéciale de débarquement et le restant du 28e d'infanterie. Cette nouvelle opération sera appuyée par la flotte combinée, qui est sous le commandement de l'amiral Yamamoto.
Elle réunit la 3e flotte de porte-avions de l'amiral Nagumo et la 2e flotte de cuirassés de l'amiral Kondo, soit 3 porte-avions, 3 cuirassés, 5 croiseurs, 8 destroyers. La flotte est prête à partir de l'île de Truk. La 11e flotte aérienne rejoint la 8e flotte de Mikawa à Rabaul, qui fait également partie de l'opération. L'objectif est d'écraser Anderson Field et appuyer le corps de débarquement. La stratégie japonaise est simple. Il faut neutraliser Guadalcanal et acheminer des renforts sur l'île. L'aviation doit pilonner les positions américaines de jour et l'artillerie et les croiseurs prendraient le relais de nuit, pendant que le contre-amiral Tanaka mettrait des troupes à terre au fur et à mesure et par petits détachements. Dans la nuit du 22 août, les premiers accrochages surviennent avec des destroyers américains venus ravitailler la Cactus Air Force. Une torpille japonaise frappe le Blue, que les Américains sabordent. Prévenus par les reconnaissances aériennes et les guetteurs australiens et après avoir analysé le trafic radio japonais, les Américains prennent au sérieux ce déploiement de force. Vandegrift réagit et envoie la Cactus Air Force attaquer la flotte japonaise, mais en raison du mauvais temps, il ne trouve rien. L'amiral Gormley ordonne en même temps à la Task Force 61 de Fletcher, avec ses 3 porte-avions, de se rendre à l'est des Salomon afin de protéger les communications. Le lendemain, la flotte est repérée. Fletcher envoie une formation vers elle. Les Japonais sont alertés et réussissent à se dérober. Le 24 août, à 9h du matin, un hydravion américain repère au large de Santa Isabel le porte-avions léger Ryujo. Il précède la flotte combinée et les grands porte-avions Zuikaku et Shokaku. Une fois la reconnaissance confirmée, les appareils du Saratoga décollent pour attaquer le Ryujo, qui vient tout juste de faire décoller ses avions pour bombarder Anderson Field. À 15h50, le Ryujo succombe sous les bombes et les torpilles et 4 heures plus tard, il sombre dans l'océan. Les appareils du Zuikaku et du Shokaku ont décollé pour attaquer la Task Force 61. Arrivés au-dessus de l'Enterprise, ils sont accueillis par la DCA, surtout celle du cuirassé North Carolina, qui produit un tir nourri sur eux. 3 bombes tombent sur le porte-avions, mais sans toucher l'endroit le plus sensible. 1 heure plus tard, il récupère ses appareils et reprend la route. Ce 24 août 1942 dans la nuit, voit la fin de la bataille des Salomon orientales. Malgré l'ampleur des moyens engagés par les Japonais, cette bataille est un nouvel échec. Désormais, un seul objectif compte pour les Américains: tenir à Guadalcanal. Pour ce faire, l'amiral Gormley met en place un système de ravitaillement continu pour la garnison de Guadalcanal. La Cactus Air Force va assurer la couverture aérienne en effectuant des patrouilles. Et elle ne va pas se limiter qu'à des reconnaissances ou à des protections. Elle va également aider et soutenir en appui aérien les troupes à Guadalcanal. C'est grâce à la Cactus Air Force que les Alliés reprennent la maîtrise du ciel le jour. Les navires américains peuvent donc profiter de cette période pour aller dans la zone de Guadalcanal et Tulagi. Mais les transports japonais réussissent à déposer des troupes sur Guadalcanal. Et dans le même temps, ils en profitent pour bombarder Anderson Field. Pas pour rendre l'endroit inutilisable, mais pour mener une vie infernale aux Marines et aux aviateurs. Le 28 août 1942, 4 destroyers japonais se présentent dans le détroit de l'Indispensable, entre les îles San Cristobal et Florida. Ils transportent 3900 hommes qui sont sous les ordres du général Kawaguchi et qui appartiennent à la 35e brigade. Les Dauntless s'intéressent à ces destroyers en fin de journée. En coule un premier, incendie le deuxième, le troisième est touché, le quatrième le remorque jusqu'au Shortland. Le débarquement japonais n'aura donc pas lieu ce jour-là. Le lendemain, 5 destroyers quittent les Shortland. Profitant de la nuit, l'un d'eux débarque 450 hommes à la pointe Tévu. Le 30 août,
de nouvelles troupes sont débarquées tout en disposant d'une couverture aérienne. Les troupes continuent à être acheminées sur la pointe Tévu. Le 31 août au matin, un sous-marin japonais, I-26, parvient à placer une torpille contre le Saratoga qui est au sud-est de l'île de San Cristobal. Gravement atteint, le porte-avions doit rejoindre les ateliers de Tongatabu pour être réparé. Malgré les mésententes entre l'armée et la marine impériale japonaise, les débarquements continuent. Dans la nuit du 2 septembre 1942, les 1000 restants rejoignent les barges pour débarquer à leur tour. Le 5 septembre au matin, les barges sont repérées par la Cactus Air Force et sont attaquées. Seuls 3000 hommes peuvent débarquer sur l'île Savo. D'autres, près du Cap Espérance, et 400 d'entre eux périssent en mer. Le général Kawaguchi a débarqué avec ses troupes à la pointe Tévu, et l'un de ses régiments a fait de même au Cap Espérance avec le 2e bataillon du 124e d'infanterie du colonel Oka, près de Kokumbona. Ce dernier doit agir à l'ouest, en direction de la rivière Mataniko, puis appuyer l'effort principal de Kawaguchi au sud. Bien sûr, ces mouvements n'échappent pas aux éclaireurs de Clements, qui transmettent tous les mouvements aux amiraux Turner et Gormley. À Guadalcanal, Vandegrift est mis au courant du renforcement japonais sur l'île, et il ne souhaite pas rester sans rien faire. Ayant fait venir de Tulagi le 2e bataillon du 5e Marines, il dispose désormais sur place de 2 régiments d'infanterie complets, soit 6 bataillons. Malgré tous les hommes sur place, il remarque que c'est un peu juste pour défendre 7 km de plage, de la rivière Ilu à l'est jusqu'à la pointe Kukum à l'ouest et les flancs pénétrants de 1300 mètres dans la jungle. Le 7e Marines arrive en renfort des îles Samoa, mais en attendant, il faut préparer la zone pour un futur affrontement. Vandegrift fait venir de Tulagi le 1er bataillon commando d'Edson et le 1er bataillon de parachutistes, commandé par le capitaine Torgerson. Le 7 septembre, à la tombée de la nuit, il leur donne de faire une reconnaissance à Tasimboko, un petit village situé à l'ouest de la pointe Tévu. Les hommes d'Edson prennent la mer et croisent sur leur chemin un convoi de ravitaillement américain avec son escorte. Les Japonais sont surpris car ils croient que les Américains préparent une opération d'envergure et décident d'abandonner armes et pactage. En arrière-garde, en revanche, les Japonais n'ont pas bougé leur artillerie, qui est prête à faire feu. Edson demande un appui aérien à Anderson Field, mais en attendant, les éclaireurs guident les hommes du commando sur une piste dans la jungle pour contourner cette arrière-garde. Les Japonais sont une nouvelle fois surpris et abandonnent 27 des leurs sur le terrain. Richard Tregaski raconte les trouvailles qu'il a faites avec ses camarades. Nous trouvâmes quantité de caisses de nourriture et de sacs de riz, de munitions pour mitrailleuses Jap, fusils et pièces d'artillerie, soit plus de 500 000 coups. Nous brûlâmes les munitions et détruisîmes le village de Tasimboko, y compris une station radio que les Jap y avaient installée. En fouillant les corps des Jap, nous trouvâmes des choses intéressantes. Images de femmes javanaises, munitions américaines avec étiquettes imprimées aux Pays-Bas, et nous notâmes que les optiques de visée des 75 étaient fabriquées en Angleterre, et que certains des Japs possédaient des armes britanniques. Après avoir récupéré de la nourriture, des documents, des carnets de notes et des cartes, Edson donne l'ordre à son commando de rembarquer. Une fois revenu, il est l'heure du bilan. Les éclaireurs de Clements annoncent que plus de 3000 hommes font mouvement vers le sud-ouest. Le général Kawaguchi a entrepris de rejoindre ses positions de départ pour lancer une attaque prévue le 12 septembre. Mais les hommes du général Kawaguchi ont du mal à progresser dans la jungle, car il y a des pluies torrentielles et de la boue qui se transforment en véritable glaise, empêchant les troupes d'avancer rapidement. Le 8 septembre 1942 au matin, un conseil de guerre se tient avec Vandegrift pour chercher à partir des documents récupérés par où les Japonais vont attaquer. Edson, qui est également présent, désigne sur la carte une crête corailleuse située au sud de l'aérodrome. L'endroit est immédiatement bordé par la jungle. Pour lui,
L'attaque se fera de là. Vandegrift prend la décision d'occuper la crête. Edson, qui a 2 bataillons sous ses ordres, place les commandos sur la moitié gauche, les parachutistes sur la moitié droite. Vandegrift place son PC à l'arrière pour suivre la future bataille. Le 10 septembre, les commandos et les parachutistes commencent à creuser des trous individuels et tendent le peu de fils barbelés dont ils disposent. Le lendemain, 26 Betis japonais ne bombardent pas l'aérodrome, mais bombardent la crête, ce qui confirme l'hypothèse d'Edson et de Vandegrift. Les éclaireurs de Clements signalent qu'une longue colonne de soldats japonais progresse en direction de Lunga. Les Marines sont tous à leur poste et attendent l'attaque japonaise. Mais la question que se posent tous les Marines, c'est combien seront-ils lors de ce nouvel assaut ? L'artillerie américaine met ses pièces en batterie et prépare ses plans de tir avec le plus grand soin. Des observateurs se posent en avant de la crête, en liaison avec Edson et les artilleurs du colonel Delval. Tous sont prêts pour cette nouvelle bataille. Le 12 septembre, peu après midi, l'aviation nippone largue des bombes explosives et des bombes shrapnel sur la crête. À la nuit tombée, un croiseur et 3 destroyers prennent le relais. L'infanterie japonaise profite du bombardement et de la nuit pour venir au contact, puis ouvre le feu à la mitrailleuse et au mortier. L'artillerie des Marines réplique à son tour. Le côté droit fléchit, car une section se retrouve isolée. Peu avant l'aube, Edson donne l'ordre aux parachutistes de reculer, mais contre toute attente, les Japonais disparaissent dans la jungle. Dans la matinée, Edson fait le point avec ses commandants de compagnie. Pour eux, les Japonais reviendront, car c'était juste un test. Aussitôt dit, aussitôt les ordres sont donnés de renforcer les positions et de tirer de nouvelles lignes barbelées pour que les hommes puissent prendre un bon repas chaud et dormir. Edson décide de renforcer le centre plutôt que les côtés. Il fait reculer la ligne de combat de 100 mètres pour dégager un champ de tir dans lequel les Japonais se lanceront à découvert. En réalité, Edson se trompe sur un point. Le général Kawaguchi a déjà envoyé toutes ses troupes le soir de cette offensive, mais sans succès. Il a déjà tout tenté. La jungle avec la pluie et la boue est devenue impraticable. De plus, le débarquement des troupes d'Edson le 7 septembre à Tevu a tellement surpris les Japonais que ça semait la confusion. L'aviation nippone, pensant que les troupes américaines sont encore à Tevu, bombarde le secteur. Mais en réalité, elle bombarde ses propres hommes. Le 13 septembre, à 21h, 7 destroyers ouvrent le feu sur l'aérodrome. Et en même temps, le général Kawaguchi déclenche un nouvel assaut. 2 bataillons gravissent les pentes glissantes de la crête sous le feu de l'artillerie des Marines. Du côté droit, les troupes japonaises commencent à s'affaiblir. Mais à gauche, en revanche, les cris japonais se font encore entendre. Pour les Américains, il ne faut pas perdre les hauteurs, car cela signifierait la perte de l'aérodrome. Face à la résistance américaine, le général Kawaguchi ordonne le repli de ses hommes dans la jungle pour qu'ils puissent se regrouper. L'assaut reprend peu avant minuit, et cette fois, il est soutenu par des mortiers et des canons. Guidé par un observateur, Edson demande à l'artillerie des tirs plus courts. Les Japonais et les Américains se battent désormais au corps à corps, mais les premiers finissent par reculer. Un nouvel assaut est déclenché à 2h du matin. Encore une fois, les armes automatiques et l'artillerie stoppent l'avance japonaise. À 2h30, Edson fait reprendre les dispositions de combat. À 6h, les chasseurs Era-Cobra, avec leurs canons de 37 mm, tirent dans la jungle. Cette fois, le général Kawaguchi ordonne de battre en retraite. Au matin, les Américains voient sous leurs yeux le terrible spectacle de cette bataille qui fut une nouvelle fois sanglante. Désormais, on appelle la crête sanglante, mais on l'appellera aussi Edson Ridge, la crête d'Edson. À l'est,
2 compagnies japonaises se sont opposées à 3 bataillons du 1er Marines, le long d'Alligator Creek, Lilu, et le lendemain, les unités du colonel Oka se sont heurtées au 3e bataillon du 5e Marines. Les Japonais ont engagé au total plus de 6000 hommes. Lors de cette nouvelle attaque, ils ont déploré plus de 1200 morts et blessés. Désormais, les troupes japonaises sont désorganisées et elles renoncent à rejoindre Tevu, qui est leur point de départ. Les survivants prennent la position opposée et partent vers la pointe Cruz. Ils vont mettre 8 jours pour l'atteindre, alors qu'elle ne se trouve qu'à quelques kilomètres de l'aérodrome. Les Japonais sont accueillis par les hommes du colonel Oka, qui s'aperçoivent qu'ils sont affamés et qu'ils ont tous pratiquement abandonné leurs armes. Du côté américain, on déplore plus de 400 tués et blessés parmi les parachutistes et les commandos, mais leur résistance a permis de sauver le terrain d'aviation. Cette nouvelle victoire, les Américains la doivent au lieutenant-colonel Merritt Edson, qui a dirigé la bataille sur le terrain avec ses hommes. Mais la bataille de Guadalcanal est loin d'être terminée. Le 15 septembre, la marine impériale japonaise réussit à couler le porte-avions Wasp. Avec le Hornet, le cuirassé North Carolina, 3 croiseurs et plusieurs destroyers, il escortait un convoi de 6 transports qui devait amener le 7e régiment des Marines en renfort à Guadalcanal. Plusieurs sous-marins japonais ont ordre d'intercepter la formation des Marines. Entre les îles Santa Cruz et les Salomon, le I-19 se place en embuscade et repère le porte-avions Wasp. Une torpille a suffi pour entendre plusieurs explosions émanant du Wasp, qui doit être évacué. Le I-19 tire une nouvelle torpille sur le Wasp, pour qu'il rejoigne le fond de l'océan. Le I-15 touche le North Carolina et le destroyer O'Brien. Le destroyer North Carolina rejoint Tongatabu, puis Pearl Harbor pour être réparé. Le O'Brien rejoint quant à lui Espiritu Santo pour subir quelques réparations. Désormais, il ne reste plus qu'un seul porte-avions opérationnel dans le Pacifique, le Hornet. Malgré cette attaque navale, le convoi réussit à passer et à débarquer le 18 septembre le 7e régiment de Marines du colonel Webb. Vandegrift a désormais sa division au complet. Il reçoit le renfort d'un bataillon d'artillerie, du génie, des chars légers, un bataillon monté sur half-track armé d'un canon de 75 mm, des compagnies médicales et de transport, du personnel des transmissions, ainsi que de nombreux approvisionnements. Avant de repartir, le convoi rembarque les survivants du 1er bataillon de parachutistes. Malgré les maladies, qui sont le principal fléau pour les troupes de Marines, un camp retranché ovale de 7,5 km de long sur 3,5 km de large est consolidé. Les Marines dégagent les champs de tir, tirent des réseaux de fils barbelés, des patrouilles ne cessent de reconnaître les abords des positions et sont aidées par les éclaireurs de Martin Clements. Vandegrift souhaite voir le dispositif japonais et envoie le 1er bataillon du 7e Marines en reconnaissance, les 23 et 26 septembre. Une fois arrivés à la hauteur de la rivière Mataniku, les Marines se heurtent aux Japonais. Une nouvelle opération est menée le lendemain pour contrôler l'embouchure. Le lieutenant-colonel Edson, devenu le chef de corps du 5e Marines, assure la direction de cette opération. Les Américains agissent en tenaille, mais la résistance japonaise est féroce, car ils se sont retranchés. L'opération est un véritable échec. Les Américains perdent 200 hommes et les Japonais, d'après certaines sources, en perdent autant. De son côté, le général Kawaguchi rejoint Rabaul, où il demande des renforts. Le grand quartier général décide de mobiliser la 38e division d'infanterie du général Sano, qui s'était déjà distinguée à Hong Kong, à Java et à Sumatra. Elle sera placée sous le commandement de la 17e armée. L'attaque est fixée au 17 octobre 1942. La flotte combinée apportera son soutien, car l'amiral Yamamoto assure la coordination de l'opération. Yakutak
disposera de 20 000 hommes sur place, avec 3 batteries d'artillerie lourde, un bataillon de mortiers et une compagnie de chars. Pour éviter les doutes, il transférera son PC et son état-major sur l'île et débarquera d'ailleurs dans la nuit du 9 au 10 octobre. Sur place, il évalue les effectifs américains. Pour lui, ils ne sont pas plus de 7500 hommes, alors qu'en réalité, ils sont 2 fois plus nombreux. Pendant 6 semaines, le Tokyo Express, nom donné par les Américains pour les transports japonais, débarque chaque nuit ses troupes, détachement par détachement, et s'intéresse également aux positions américaines à Guadalcanal. À peine déposé au Cap Espérance à Tenaro, à plus de 30 km du camp retranché américain, le général Maruyama, commandant la 2e division Sendai de la 17e armée, donne l'ordre au colonel Nakaguma de franchir avec sa 4e division d'infanterie le Mataniko, alors qu'il ne dispose pas de tous ses moyens pour mener cette avance. Le 6 octobre, la manœuvre est repérée par la Cactus Air Force, qui attaque. Les troupes nippones vont de ce fait se disperser. Le colonel Nakaguma réussit à regrouper ses hommes pour attaquer le lendemain matin. Pendant ce temps-là, 3 compagnies vont descendre le cours d'eau pour le traverser à l'embouchure. Le seul problème, c'est que le 7 octobre, soit le même jour que le mouvement japonais, Vandegrift souhaite renouveler l'attaque qui a échoué le 27 septembre. Mais cette fois avec 5 bataillons qui sont sous les ordres d'Edson. Les troupes des Marines et japonaises se retrouvent face à face, et les Japonais sont très vite acculés à la rivière. Edson demande des renforts. Vandegrift envoie les commandos, et dans la nuit, les 3 compagnies japonaises sont détruites. Après les pluies torrentielles qui ont mis en pause l'opération américaine, un bataillon de Marines continue son avance sur les crêtes du Mataniko, qui se trouve sur la rive gauche. Tout à coup, les Marines aperçoivent un bataillon japonais en contrebas. Contrairement aux ordres reçus, qui étaient de continuer jusqu'à la mer, ils reçoivent l'ordre de rester sur place. Un déluge de feu sur les positions japonaises rompt le silence. Les Japonais tentent de se regrouper tant bien que mal et montent à l'assaut du bataillon de Puller, qui les stoppe. En revenant sur leurs pas, les Japonais tombent une nouvelle fois sur les tirs d'artillerie, puis sous les bombes des Cactus Air Force que Puller a appelé au secours. Le 4e régiment du colonel Nakaguma perd 1 millier d'hommes, et les Marines de leur côté perdent moins de 200 hommes.